Je ne pense pas que l'Europe est prête à mettre de l'argent avec ces probabilités-là, quoi. Et du coup, on risque de n'avoir que des innovations incrémentales, mais pas du tout d'innovations de rupture. Oui. Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. L'économie, depuis le début de la crise Covid, a été soumise à des stress tests inouïs et nous étions déjà, avant cette période, dans un moment économique assez incroyable, de taux négatifs, d'explosion de la dette, de production massive d'argent, avec des conséquences assez inattendues. Nous entrons plus que jamais aujourd'hui dans un nouveau monde, un monde plein d'incertitudes, plein de questions et probablement plein de changements. Et pour parler de toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour Olivier. Alors vous êtes diplômé d'École Polytechnique, de l'ENSAE et de Sciences Po. On connaît évidemment vos fonctions en tant que directeur de la recherche et des études de Natixis, puisque la lecture des notes de Natixis fait partie du pain quotidien, je crois, de tous les économistes. Vous êtes professeur d'économie à l'École d'économie de Paris, membre du conseil scientifique de l'AMF. Vous avez publié tout récemment, en mai 2021, La dernière chance du capitalisme chez Odile Jacob. En 2019, Discipliner la finance. Et si les salariés se révoltaient en 2018, Euro par ici l'a sorti en 2017. Malheureusement, évidemment, je ne peux pas citer tous les ouvrages. Alors, pendant cette crise du Covid, on a en effet vu des chaînes de production s'arrêter comme ça n'était probablement jamais arrivé, même pas pendant la guerre. Je crois que le lendemain de l'arrivée des Allemands dans Paris, on m'a raconté, les restaurants ont rouvert en réalité. On n'a jamais eu une fermeture aussi longue, un arrêt de l'économie aussi long. C'est une espèce de zone totalement inédite dans laquelle nous entrons. Quel regard porte l'économiste sur les changements là, qui se sont passés depuis un an, sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une question très importante, c'est qu'avons-nous appris que nous ne savions pas? Je crois que la première chose, c'est qu'on a appris qu'il y avait des crises finalement, et qu'il y en aurait d'autres. Alors on ne sait pas ce que sera la prochaine, ce sera peut-être une crise financière, une autre crise sanitaire. La plupart des épidémiologues sont un peu inquiets, en particulier le risque qu'un autre virus puisse devenir pandémique est quelque chose qu'ils ont à l'esprit. Ça peut être une crise climatique, par des sécheresses, par des mouvements de population, etc., une crise géopolitique en Asie, autour de la Chine. Enfin. Donc je crois qu'on a d'abord appris qu'il fallait, qu'on ne pourrait pas traiter toutes les crises comme celle-là, c'est-à-dire de façon essentiellement défensive, et qu'il fallait sans doute faire un peu plus de prévention des crises. Peut-être qu'on aura le temps d'en dire un mot au sujet de l'économie. Après, on a complètement, et vous le citiez dans votre introduction, on a complètement changé notre vue sur ce qu'on pouvait faire ou pas avec les politiques économiques. Alors en bien ou en mal, c'est un débat, mais le conservatisme budgétaire ou monétaire a totalement disparu. Il est encore aujourd'hui complètement absent. Voilà, donc il y a un vrai champ de réflexion qui s'est ouvert. On a appliqué en fait la théorie monétaire moderne, ce que suggérait un certain nombre d'économistes de gauche aux États-Unis, et je ne suis pas sûr qu'on ait exploré toutes les conséquences. Mais en vrai, c'est vrai qu'on a une vue très différente. Ensuite, l'Europe a fait des choses qu'elle n'imaginait pas de faire. Il y a quelques années, Angela Merkel disait que jamais elle n'accepterait des émissions communes de dette par la Commission européenne, qui a émis 20 milliards hier, et qui va en émettre 780 milliards d'autres. Donc on a un fonctionnement très différent de l'Europe et beaucoup plus de solidarité. Et puis nous avons appris que nos économies étaient très hétérogènes. Il y avait des gens très bien protégés, des gens très mal protégés, des secteurs qui étaient dans une situation très différente. Voilà, et qu'on ne savait pas bien traiter cette hétérogénéité. Voilà, je pourrais continuer une longue liste. Enfin, il me semble qu'on apprend beaucoup, quoi, en fait. On a appris à se méfier des jamais, en tout cas, parce qu'en effet, il y a beaucoup de jamais qui se sont retrouvés devenir une réalité. Alors, quand on prévoit les crises, parfois c'est une crise boursière, puis des crises financières, parfois on attendait une crise des dettes souveraines, et puis c'est une crise sanitaire qui est arrivée. Est-ce qu'il y a d'autres types de crises qui peuvent arriver? On a l'impression que c'est un peu comme... On est super bien préparé pour la guerre d'avant, parce que forcément, on s'est préparé aux crises d'avant, et que c'est toujours autre chose qui finit par arriver, si bien qu'on se retrouve forcément démunis. Vous parliez de prévention. Est-ce qu'on n'est pas face à cette espèce évidemment, de paradoxe du signe noir de Taleb? C'est que quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais vraiment à prévoir ce qui va arriver, qui par définition sera inattendu. Oui, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus d'efforts quand même. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire
Les États font de la prospective, mais... oui, ils essaient d'imaginer en permanence tous les risques possibles. Mais ils ne font pas ce travail qui est de dire... que font les entreprises d'ailleurs. Alors évidemment, on se trompe toujours, mais dans les entreprises, il y a un incroyable effort pour faire ce qu'on appelle la cartographie des risques, où on essaie d'imaginer, y compris par des méthodes très collectives, où on demande aux salariés ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui est dangereux, quel est le degré de préparation de l'entreprise à tel ou tel choc, et on essaie de prévoir. J'ai oublié tout à l'heure le risque de cybersécurité qui, dans les entreprises, est maintenant classé en numéro 1, ce qui est quand même relativement intéressant. Et les États ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils font des prévisions, ils font de la prospective, ils font l'emploi dans 20 ans, mais c'est de la prospective avec une prévision, en gros, et une vision du futur. Mais je crois qu'il faudra une vision beaucoup plus problématique en disant qu'est-ce qui peut nous arriver qu'on n'a pas prévu, et si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle l'enveloppe tramway en général, c'est qu'est-ce qu'on fait si par malheur le PDG disparaît, quelle est la procédure, etc. Et donc on essaie de prévoir tout, y compris le pire, quoi, qui puisse se produire. Je ne suis pas sûr que les États avaient envie, ou jusqu'à présent étaient incités à faire ça, et je crois qu'il va falloir qu'ils le fassent. Et je crains que, compte tenu de la réponse monétaire à la crise de la Covid, on ne sait plus d'ailleurs si on veut dire là ou le, apparemment on a le droit de dire les deux. J'ai beaucoup de mal à dire là, mais moi j'ai du mal à dire là, et maintenant que je dis là, on me dit que je peux redire le, donc je suis très perturbé. mais compte tenu de la réponse monétaire à cette crise, je crains que la prochaine crise soit financière, c'est-à-dire déclenchée par les taux d'intérêt trop bas, la création monétaire trop importante, les hausses extraordinaires des prix des actifs divers, et peut-être assez rapidement, en réalité. Les crises suivantes sont en fait préparées par la réponse à la crise d'avant. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? C'est arrivé dans l'histoire? Ou parce qu'on n'a pas appris? Parce que, assez curieusement, en 2000, on a une crise qui est une crise financière, qui est une bulle action, ce qui n'empêche pas qu'en 2008, on laisse faire une bulle immobilière. Donc, on n'apprend pas toujours des crises du passé. Alors, on croit qu'on a appris de la bulle immobilière et de la crise des subprimes, mais non, parce que il faut comprendre l'énorme différence entre la situation d'avant 2008 et aujourd'hui. Avant 2008, on avait un problème bancaire. La création de monnaie, c'était le crédit bancaire. Donc on a régulé les banques. Et ça, elles sont bien régulées. Voilà, donc, tout le monde s'accorde pour dire que là, ça y est. Et du coup, il n'y a plus de crédit en réalité. Plus de crédit, Et donc, aujourd'hui, la création de monnaie, c'est les banques centrales. Et on n'a pas, que je sache, régulé les banques centrales. Donc d'avoir surrégulé les banques après 2008 n'empêchera absolument pas qu'on ait une crise liée à une bulle immobilière ou à une bulle action, ou à l'excès de liquidité après la crise de la Covid, parce que à nouveau, ce n'est pas la même monnaie. On est passé d'une monnaie bancaire à une monnaie de banque centrale. Et voilà. Donc, moi, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe aujourd'hui. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 13% sur un an aux États-Unis, de 6% sur un an en France, de beaucoup plus dans les pays d'Europe du Nord. Ils accélèrent partout, très fortement, parce qu'il y a énormément d'épargne. Il y a une partie de cette épargne s'investit dans l'immobilier, parce que les crédits immobiliers en France sont assurances comprises à 1,3% pour des crédits à 20 ans. Donc, moi, je pense que la prochaine crise sera une crise financière d'explosion des bulles. Alors justement, ça crée des inégalités de patrimoine qui croissent, et ça fait partie du diagnostic très sévère que vous portez à l'égard du capitalisme d'aujourd'hui. Vous dites ce capitalisme n'est pas efficace, et donc vous avez des mots très durs contre ce système tel qu'il existe. Alors j'ai presque envie de vous demander de définir capitalisme. Parce que c'est un mot qu'on utilise comme souvent tellement qu'on ne sait même plus ce qu'il signifierait, on le confond avec plein d'autres choses, notamment avec le libéralisme d'ailleurs. C'est quoi le capitalisme? En quoi le capitalisme d'aujourd'hui est défaillant? Quelles sont les formes de cette défaillance? Puis évidemment on parlera des solutions. Oui, capitalisme, de façon très schématique, c'est un système où des personnes dites les capitalistes amènent le capital et des personnes dites les salariés ou les travailleurs amènent le travail. Aujourd'hui, la Chine est un pays capitaliste. Pour ne pas être capitaliste, il ne faudrait avoir que des scopes. Ce qui est une première déception. On pensait que le capitalisme allait de pair avec l'économie, les démocraties ouvertes. On peut avoir du capitalisme communiste. Enfin, je veux dire, curieusement, en tout cas, on peut avoir une forme de capitalisme où c'est l'État qui apporte le capital. Et où les personnes apportent leur travail. C'est une forme de capitalisme. À nouveau, pour être dans un modèle non capitaliste, il faudrait vraiment la propriété collective des moyens de production. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on avait en théorie en URSS, et ce qu'on n'a pas du tout en Chine aujourd'hui. Donc on a plutôt deux formes de capitalisme aujourd'hui. Il y a un capitalisme
Alors je vais dire tout de suite que néolibéral est un très mauvais terme, parce qu'il n'est pas libéral, c'est un capitalisme de type, disons, de type anglo-saxon, que j'appelle moi actionnarial de rentier, plutôt. Et puis il y a un capitalisme autoritaire de type chinois ou russe peut-être, ou peut-être indien dans le futur. Bon, il y a quelques pays populistes, mais enfin... Et la crise, finalement, a montré l'inefficacité du modèle populiste. Regardez l'Argentine ou Trump au début. Et l'efficacité du modèle autoritaire et du modèle libéral, puisque le modèle autoritaire a assez bien géré les crises. Regardez la Chine, le Vietnam, etc. Et le modèle libéral a fabriqué les vaccins en un an. Enfin, donc en fait, il reste deux compétiteurs en réalité, qui est le modèle autoritaire et le modèle anglo-saxon. Alors, le problème du capitalisme contemporain, c'est qu'en fait, on peut le critiquer avec des angles d'attaque extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a un angle d'attaque qui est de gauche. Alors là, c'est assez banal. Les inégalités. Inégalités, bas salaire, flexibilité du marché du travail, délocalisation massive, une énergie fossile. Enfin, voilà. Donc ça, c'est clair. Même si l'écologie n'est pas nécessairement de gauche, mais effectivement... Oui, mais enfin, bon, disons, il y a une critique de gauche. Une critique de gauche qui est assez connue. Ensuite, il y a une critique qui est celle que vous évoquiez, qui me paraît, elle aussi, plus originale, qui est de dire, mais en fait, ce système n'est pas efficace. Ce système n'est pas efficace puisque, par exemple, les gains de productivité, depuis les années 80, n'ont fait que ralentir. Ce qui est quand même extrêmement choquant, parce que la promesse de Reagan ou de Thatcher, c'était que, certes, il y aurait moins d'État, moins de protection sociale, plus d'inégalités, mais qu'on allait avoir beaucoup de croissance, beaucoup d'innovation, le plein emploi... Or, on n'a pas eu ça du tout. On a eu aux États-Unis, le taux de participation, c'est-à-dire la proportion des Américains qui accèdent au marché du travail, baisse depuis 20 ans. Et puis, on a des gains de productivité qui tendent vers zéro inexorablement, une croissance de long terme qui disparaît. Donc, il y a une inefficacité profonde de ce modèle, malgré l'endettement du secteur privé, puis l'endettement des États, puis la création monétaire dont on parlait avant. Donc, malgré tout ce que, dans mon livre, j'appelle les béquilles, qui ont soutenu. Et puis, on peut faire une critique libérale du capitalisme en disant, mais attendez, les monopoles. Il y a des rentes partout. C'est que des rentes. Plus que jamais. Il y a les positions dominantes d'entreprise dont nous savons que ce n'est pas seulement dans la tech, c'est partout, c'est dans tous les secteurs d'activité. Alors plus aux États-Unis qu'en Europe, mais aussi en Europe. Ce que j'appelle les rentes monétaires, le fait qu'on évoquait avant que la création monétaire et les politiques monétaires expansionnistes enrichissent des personnes qui n'y sont pour rien. Ceux qui détiennent des actifs. Il suffisait d'avoir des actions de Tesla il y a 1 an et demi pour être très riche aujourd'hui sans avoir rien fait. Donc voilà, il y a une rente immobilière avec la hausse des prix de l'immobilier. Donc c'est un capitalisme de rentier. Alors du coup, on comprend assez facilement pourquoi il n'est pas efficace, parce qu'on a rarement vu un système dominé par la rente être efficace du point de vue de l'économie. Un monopole, par construction, quand ça innove, c'est pour se protéger et pas pour développer les innovations. Ça tue ses concurrents potentiels et c'est bien documenté dans le cas des GAFA qu'une partie importante de leur activité consiste à empêcher qu'il y ait de nouveaux concurrents dans leur métier. Et puis, les hausses de prix d'actifs, le fait qu'on gagne beaucoup d'argent simplement en regardant son patrimoine prendre de la valeur, ça n'incite pas à prendre du risque, ça n'incite pas à se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc je pense qu'on arrive... Et comme on a soutenu ce capitalisme par l'endettement puis par la monnaie, je suis persuadé qu'on arrive au terme de ce capitalisme. C'est-à-dire, d'une part, il y a ceux à gauche qui vont dire c'est insupportable, et ils ont raison d'ailleurs. Et puis il y a les libéraux qui vont dire mais attendez, il faut revenir. Parce que Reagan, on peut être hostile, mais enfin il y a un projet consistant à dire si on a beaucoup de concurrence, du libre-échange, peu de règles sur le marché du travail et une pression fiscale plus faible, on aura une économie plus dynamique. Donc il y a un projet. Ce projet a échoué, mais en particulier parce que le projet a été dévoyé, puisque par exemple, il n'y a plus de concurrence. Il y a le bouquin de Thomas Philippon qui nous explique comment l'antitrust américain a tourné sa veste. The Great Reversal. Voilà. Et donc, voilà. Mais là, le seul projet, c'est de s'enrichir sans faire d'efforts, quoi. Et ça, ce n'est pas un projet, quoi. Je veux dire, donc, ce capitalisme n'a plus de projet. Ni socialement, ni économiquement. Voilà, voilà. Donc, vous avez des mots très durs. Le capitalisme va mourir. Oui, va parce forcément que, je pense que, mourir. oui, parce qu'on le critique en se plaçant tellement de points de vue différents. Alors, pourquoi est-ce qu'il a survécu ? La force de ce modèle, c'est que finalement, ce qui enrichit les détenteurs du patrimoine, c'est aussi assez largement ce qui permet que les prix soient bas pour le consommateur.
Donc quand je délocalise, je paie mal mes salariés Oui. J'utilise des énergies fossiles, etc., j'enrichis mes actionnaires, mais aussi je peux pratiquer des prix plus bas. Donc en fait, on a eu jusqu'à présent une espèce de coalition informelle entre les consommateurs et les propriétaires du capital. Et cette coalition, elle risque de casser aussi. C'est ça un des sujets très importants du post-Covid. Oui. Est-ce que le consommateur va comprendre qu'il faut arrêter cette poursuite du prix le plus bas et qu'il faut délocaliser moins, passer aux énergies renouvelables, augmenter les plus bas salaires dans les métiers très pénibles ou très utiles, enfin voilà, ou pas. Alors les signes sont assez divergents. C'est-à-dire qu'on a à la fois dans les enquêtes un grand consensus des opinions en disant oui, il faut augmenter les plus bas salaires, il faut relocaliser, il faut faire la transition énergétique. Et dans d'autres enquêtes, une immense majorité des gens qui disent que leur activité quotidienne, c'est de chercher le prix le plus bas possible pour ce qu'ils achètent. Oui. Donc il va falloir sortir de cette schizophrénie. Mais voilà. Enfin, moi, je pense, si vous voulez, qu'il y a tellement de possibilités de critique en prenant des points de vue aussi différents que le point de vue libéral, le point de vue de la pure efficacité économique ou le point de vue social, je dirais que le capitalisme est quand même extrêmement menacé. Donc c'est une citadelle assiégée, donc la question n'est pas si elle tombera, mais quand. Et la question après, évidemment, quels sont les outils pour le remplacer? Comment il va être remplacé? Comment il peut être remplacé pour le mieux? Parce qu'on comprend bien que quand un système s'effondre, ça peut se faire dans le chaos, dans la violence. Ça s'est vu dans l'histoire. Je crois que c'est Victor Hugo qui dit que la révolution, le progrès, pardon, c'est la révolution faite à l'amiable. Comment justement on passe d'un modèle à l'autre? À quoi ressemble ce nouveau modèle qu'il faut esquisser? Bon, d'abord, il y a un risque, effectivement, c'est la tentation du capitalisme autoritaire, étatique. Clairement. Avec des exemples ailleurs. Étatique, oui. Où l'État considérerait que c'est lui qui finance les projets, c'est lui qui sélectionne les projets qui sont financés, que c'est lui qui décide des innovations qui doivent être soutenues et de celles qui ne doivent pas être soutenues, qui décide du partage des revenus. Donc on peut avoir un modèle de capitalisme autoritaire très étatisé. Et évidemment, la crise de la Covid peut aussi pousser dans ce sens-là, puisque par nécessité, l'État est devenu plus puissant pendant la crise. Plus présent que jamais. Et en plus, s'est aperçu que finalement, il pouvait dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il croyait. Donc il y a clairement un risque d'un capitalisme étatisé. Après, pour moi, il y a évidemment la poursuite du modèle antérieur. C'est sans doute ce qu'on va avoir aux États-Unis malgré Biden, puisqu'on s'aperçoit que la résistance du système aux États-Unis est absolument gigantesque. Oui, le pouvoir du président est quand même pas aussi grand. Biden a déjà renoncé à augmenter les salaires minimums, puis a renoncé à augmenter la taxation des profits. N'est absolument pas clair qu'il réussira à passer la taxation à 15% globale des entreprises. Qui est déjà un taux qui a été baissé par rapport à ce et il n'est absolument pas clair qu'il réussira à passer son plan d'infrastructure qui était de 2300 milliards, qui n'est plus que 1700, et les républicains ne veulent en faire que 500. Donc en fait, on s'aperçoit que la résistance du système dans le monde anglo-saxon est très forte. Donc il reste la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut définir un système qui soit ni un système étatique, autoritaire, ni un système de type américain? Et moi, je pense que la référence intellectuelle, c'est l'ordolibéralisme des années 30. Ça, c'est vraiment aussi, c'est encore moins connu que le libéralisme lui-même, ça, en France. Alors, si nous étions en ce moment en Allemagne, nous ne dirions pas ça, oui, parce que c'est la base de l'enseignement de l'économie dans les universités allemandes. Oui. Assez curieusement, en relisant le livre de Friedman de 1962, je crois, qui s'appelle « Capitalisme et liberté », je me suis aperçu qu'au moins à cette époque-là, Friedman était ordolibéral. Parce que Friedman dit c'est une économie de marché, mais où l'État intervient sur toutes les défaillances de marché. Il y a un chapitre entier dans ce livre sur le fait que l'État doit garantir la meilleure éducation à tous les enfants, y compris des familles les plus pauvres, enfin, qu'il faut lutter contre les inégalités, qu'il faut le respect du droit, qu'il faut la sécurité, qu'il faut traiter les externalités. Donc finalement, l'ordolibéralisme, c'est un système d'économie de marché, où c'est la bonne définition, où l'État traite les défaillances de marché. C'est-à-dire aujourd'hui le climat, les inégalités, les problèmes d'éducation, etc., etc. Et ce n'est pas un système autoritaire. C'est-à-dire que, je prends toujours l'exemple du climat. Dans un capitalisme autoritaire, on va publier des milliers de pages de décrets pour expliquer aux citoyens comment ils doivent se déplacer, comment ils doivent se loger, comment ils doivent manger, qu'ils auront droit à la viande 2 fois par semaine, etc.
Dans un modèle ordolibéral, on va mettre le prix du CO2 au prix qui permet d'obtenir les objectifs de réduction des émissions. Je signale prix, voilà, taxe carbone. On sait que c'est aujourd'hui. Alors évidemment, on ne peut pas tout traiter par l'ordolibéralisme. On ne peut pas traiter le travail des enfants par des incitations, quoi. Non. Mais le CO2, typiquement, on sait par les estimations qui circulent et qui sont relativement consensuelles que si on avait du CO2 à 100 € la tonne aujourd'hui, qui monterait à 200 € la tonne, euro constant bien sûr, dans 20 ans, on se place à peu près sur la trajectoire nécessaire en Europe. Là, on a les bonnes incitations. Eh ben, on met les bonnes incitations. Tout le monde a la même incitation. Tandis que si on prend le système autoritaire, en fait, les incitations seront très différentes dans le transport, dans l'habitat, etc. Et on aura une énorme déperdition parce qu'on va trop investir dans certains endroits, pas assez dans d'autres. Enfin, on voit bien le truc aujourd'hui. Enfin, on va interdire les motos thermiques, les autos thermiques à Paris, mais pas les motos. Bon. Et après, on se dira, mais si il fallait faire les motos, et donc, tandis que si on me dit, bah, c'est 100 € la tonne, maintenant, faites ce que vous voulez, quoi. Et alors, on peut, regarder, dans le domaine de l'emploi, on peut rétablir l'autorisation administrative de licenciement, on peut mettre de bonus-malus sur les licenciements, etc. Ce qu'on fait les Américains, d'ailleurs. Les Américains appellent experience rating, une entreprise qui licencie trop paye plus de cotisations sociales. Enfin, donc, dans beaucoup d'endroits, on a le choix entre une solution autoritaire, qui va en plus être inefficace parce que les gens trouveront les trous dans la règle, et une solution de marché, mais avec une intervention de l'État qui peut être par la taxe, qui peut être par des politiques incitatives, qui peut être par des défiscalisations, par des prix. Voilà. Et ben, je pense que l'avenir du capitalisme, c'est un État qui regarde tout ce que le marché fait mal et qui le corrige en restant dans la logique d'économie de marché, quoi, et pas en devenant autoritaire. Du coup, est-ce que je lis entre les lignes de ce que vous dites, ce que je comprends, une critique de la façon dont l'État français aujourd'hui fonctionne? Parce qu'on a l'impression qu'à bien des égards, il a compris ces leçons, évidemment, de l'éducation fondamentale, de la lutte contre les échecs du marché. Mais est-ce que justement, quand il fait une stratégie industrielle, par exemple, est-ce qu'il n'est pas à trop vouloir tout décider à la place? Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de subsidiarité, n'est-ce pas, dans celui qui va décider aujourd'hui? L'État est inefficace parce que trop présent? Est-ce que c'est ça l'idée? Présent, ça dépend. Je crois qu'il y a dans le domaine qui est extrêmement important après cette crise, qui est celui des innovations de rupture. Parce qu'on s'aperçoit que l'Europe est très mauvaise dans les innovations de rupture. Il y a vraiment une question du haut vers le bas ou du bas vers le haut, pour ne pas dire top-down et bottom-up. L'État américain, il est très bottom-up. C'est-à-dire qu'il y a un système comme la DARPA. Donc une entreprise qui pense qu'elle a une innovation de rupture va voir l'État en disant « Est-ce que vous cofinancez cette innovation avec moi ?» Et l'État regarde et dit « Ah oui, votre truc, il est vraiment intelligent, donc on va le cofinancer et on va réfléchir aux moyens de le faire. » Donc quand SpaceX invente une nouvelle capsule spatiale, va voir l'État américain qui dit OK, et on va vous payer en vous préachetant des voyages dans l'espace. Et donc c'est une technique qui est très bottom-up parce que c'est l'entreprise qui vient avec un projet et ensuite l'État décide si ce projet paraît prometteur ou pas. Mais voilà. En Europe, on a quand même beaucoup la logique du haut vers le bas. C'est-à-dire l'État dit j'ai 6 choses qui m'intéressent, qui sont les objets connectés, la filière hydrogène, la batterie électrique, et je vais mettre l'argent dans ces 6 choses. Moi, je trouve que c'est trop top-down. C'est trop... parce que peut-être, il y a des entreprises qui ont des projets formidables qui ne sont pas du tout dans ces 6 filières et qu'il faudrait aussi financer. Oui, c'est qu'on se trompe de sujet ou alors on ne sait pas aborder bien le sujet parce qu'on n'a pas pris l'approche start-up. Voilà, je pense le plan calcul, c'était une super idée, sauf qu'on n'a juste pas su développer ça alors qu'on avait vu les choses. On est intelligent, mais tôt et on n'arrive pas à appliquer. Oui, parce que je pense qu'on est trop vertical. Et puis l'autre chose, c'est qu'il va falloir que les États européens acceptent de perdre de l'argent dans la recherche. Parce qu'une innovation de rupture, au début, elle a une probabilité très faible de réussir. Si le financement public n'est pas là pour perdre de l'argent, à ce moment-là... Oui, mais le financement public européen n'accepte plus de perdre de l'argent. Quand vous parlez avec les responsables des grandes agences de recherche européennes, des grands labos publics, ils vous disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'argent du contribuable. Donc le vaccin ARN messager, au début, la probabilité était de 80% d'échec et de 20% de succès. Et bien sûr, on a trouvé aux États-Unis des financeurs privés et publics qui ont accepté de mettre de l'argent là-dedans en se disant avec 8 chances sur 10, je vais perdre mon argent. Je ne pense pas que l'Europe est prête à mettre de l'argent avec ces probabilités-là. Et du coup, on risque de n'avoir que des innovations incrémentales, mais pas du tout d'innovation de rupture. Donc il faut aussi...
faut accepter de prendre du risque avec l'argent public. Ça me paraît très important. Donc, rapport au risque et rapport au secteur privé, finalement. Oui, c'est aujourd'hui une entreprise qui viendrait voir l'État, en général, je pense qu'elle lui renaît. Quoi, surtout une start-up qui irait voir l'État en disant écoutez, j'ai un truc incroyable qui va sortir quand vous aurez dans 5000 10 salariés, ans. revenez nous voir. Mais il y a une expérience à faire, c'est d'aller sur le site de la DARPA et de regarder ce qu'ils financent. Au départ, c'est le Pentagone, mais alors après, c'est dans la santé, le transport, l'urbanisme, l'énergie, enfin c'est partout. Quoi, il y a toujours ce problème aujourd'hui en France et en Europe justement de niveau européen ou français. On a l'impression que beaucoup de problèmes en réalité doivent se traiter à ce que serait une sorte de niveau fédéral, mais niveau fédéral qui n'existe pas vraiment. Donc c'est toujours il commence à exister avec Next Generation EU, mais Next Generation EU c'est aussi très directif. Parce qu'évidemment la structure des dépenses s'impose au pays, on reste dans la logique très descendante. Quoi. Mais oui, mais je pense. Alors après, c'est compliqué aussi. Prenez un exemple, les éoliennes. Donc évidemment, si on regarde le dernier rapport de l'AIE, il va falloir en installer beaucoup si on veut respecter les contraintes climatiques. Sauf que la France ne fabrique absolument aucune éolienne. Il y a tout importer. Il y a des grands. Alors l'Europe est un grand fabricant d'éoliennes. Simplement, c'est Danemark, Allemagne, Espagne. Donc, et donc quand nous installons une éolienne, nous l'importons et progressivement, d'ailleurs, on sait que l'Asie va commencer à devenir aussi être très compétitive. Enfin, pour l'instant, on l'importe du reste de l'Europe. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? En disant oui, d'accord, j'installe une éolienne et ça enrichit les Danois. Donc il faut être très européen pour s'en satisfaire. Quand même. Donc c'est vrai que le niveau national reste important quand même. Évidemment. Alors on parlait tout à l'heure des différences de revenus et des différences de patrimoine qui sont quand même un des problèmes essentiels. On a l'impression que les différences de revenus, on peut plus facilement les compenser que les différences de patrimoine, surtout quand on voit quelle est la cause aujourd'hui de ces différences qui croissent, effectivement, ces politiques monétaires. Quel mécanisme on pourrait mettre en place pour espérer régler ce problème? C'est un peu la partie critique de gauche, mais qu'on entend, évidemment. Oui, mais pas forcément de gauche à nouveau. On fait une politique très expansionniste de la demande, qu'elle soit budgétaire ou monétaire, en ce moment on fait les deux, on réduit les inégalités de revenus. Donc, pendant cette crise, on a réduit les inégalités de revenus. Parce qu'on a quand même concentré les aides sur les personnes les plus fragiles, les plus en difficulté. On a soutenu l'emploi. Voilà. Mais on fait exploser, enfin on augmente considérablement les inégalités patrimoniales par le mécanisme qu'on décrivait avant de création de liquidités qui est réinvesti dans différents actifs. Donc le sujet auquel sont confrontés aujourd'hui les États et les banques centrales, c'est que, on peut le dire simplement, pour réduire les inégalités de revenus ou pour éviter qu'elles s'accroissent considérablement, elles ont fait augmenter considérablement les inégalités de patrimoine, donc elles ont créé ces rentes dont on parlait. Et la question, alors à nouveau, on peut aborder la question d'un point de vue politique en disant par construction, ces inégalités sont insupportables, et on peut l'aborder d'un point de vue économique en disant c'est des rentes. Donc des rentes, c'est pas bon pour l'économie, donc il faut réinvestir cet argent de façon plus efficace. Ça crée des distorsions dans les choix. On va mettre trop d'argent dans l'immobilier parce que les prix montent et qu'on gagne facilement de l'argent. Enfin, donc ça va déformer les choix d'épargne. Donc il y a plein d'inefficacités associées à cette hausse des prix des actifs. Alors, il faut trouver une... Alors, la politique monétaire ne fera pas ce travail. Moi, je ne crois pas que les taux d'intérêt vont remonter. Donc, on a des niveaux d'endettement et des besoins de dépenses publiques qui sont tellement colossaux qu'aucune banque centrale ne prendra le risque de remonter significativement les taux. Ça serait trop dangereux. La crise de la dette garantie. En plus, en Europe, on a le problème italien, qui est un pays qui n'a aucune croissance potentielle, donc la moindre remontée des taux lui est fatale. Donc on ne remontera pas les taux. Donc le mouvement spontané, c'est qu'on n'est qu'au début d'une hausse très très forte des cours boursiers, des prix de l'immobilier, de la valeur des entreprises, des prix de revente des start-up, enfin tout ce qu'on observe aujourd'hui. Et on a envie, à la fois pour des raisons éthiques et pour des raisons d'efficacité, on a envie de l'empêcher. Donc il faut trouver une technologie qui empêche la hausse des inégalités de patrimoine et qui ne nuise pas au dynamisme de l'économie. Donc c'est quand même très compliqué. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas la fiscalité? Alors oui, mais pas n'importe laquelle, parce que je pense que l'ISF, par exemple, c'est justement une fiscalité qui, au contraire, risque de freiner le dynamisme, puisqu'on va taxer des plus-values latentes sur un patrimoine que souvent les gens n'avaient pas du tout l'intention de vendre. On va taxer le patrimoine indépendamment de sa rentabilité. Enfin, c'est une fiscalité qui est très inefficace. Par contre, la taxation des plus-values en capital réalisées
est réalisé à court terme, parce que si vous revendez un appartement de famille au bout de 30 ans, il n'y a pas... Et si vous faites tourner un portefeuille immobilier, c'est qu'à la belle époque de la bulle immobilière à Madrid, un appartement se revendait tous les 3 mois. Hein. Et donc ce genre de plus-value, on peut les taxer, je pense. Ce qui à la fois donnera des ressources aux États pour financer des dépenses intelligentes, et à la fois, on l'a vu dans plein de pays, le Canada l'a fait, les Pays-Bas l'ont fait. Et freine la spéculation sur ces ça freine toute la demande spéculative est freinée, et il reste que de la demande légitime, je dirais, d'immobilier. Donc je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle pompeusement le macro-prudentiel, mais en faisant très attention, par exemple, par rapport à ce qu'on... À nouveau, avant la crise, quand les prix de l'immobilier augmentaient trop, c'est parce qu'il y avait trop de crédits. Donc on pouvait réguler les banques. Mais aujourd'hui, c'est parce que la Banque centrale crée trop de monnaie. Donc ce n'est pas la régulation des banques qui est le bon instrument. Il va falloir sans doute taxer les rentes, quoi. Donc c'est très compliqué, parce qu'on voit bien, quand le prix d'un actif va monter, il va falloir être capable de distinguer entre ce qui est légitimement le fait que si c'est une entreprise, elle est bien gérée, elle a de bons produits, et ce qui est une rente. Et je pense que si on taxe les plus-values réalisées dans le court terme, on taxe essentiellement des rentes, quoi. Donc c'est une façon de faire cette discrimination. C'est quasiment un peu le problème qu'on se pose un petit peu entre les gains illégitimes réalisés pendant le Covid par certaines entreprises et puis les gains légitimes, naturels des entreprises qui ont fonctionné. Est-ce que c'est quelque chose qui économiquement paraît viable de faire cette distinction? Ça paraît très... Mais à nouveau, je pense qu'on peut le faire par la technologie que je suggère. Comment vous distinguez entre une entreprise dont le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté, Zoom, exemple que vous connaissez tous. Elle a plus de clients, elle apporte plus de services, c'est pas illégitime. Oui, mais enfin, il y a une partie qui est une rente, quoi, je dirais, qui est le fait qu'on ne peut plus bouger, quoi. Et puis, entre Moderna qui trouve le vaccin ARN messager, quoi. Donc, il faut être capable de faire cette distinction. Pour ça, par exemple, que l'expropriation des brevets est une très mauvaise idée. Parce qu'il en avait été question concernant le vaccin. Et même le président Macron, je crois, à un moment a soutenu cette idée. C'est une très très mauvaise idée parce que qui va se lancer dans une innovation de rupture si ensuite on lui exproprie son brevet? Dans la littérature sur l'innovation, il y a une autre proposition qui est le rachat des brevets, qui est beaucoup plus intelligent parce qu'on les rend publics, mais en même temps, on rémunère l'innovateur. On peut jouer sur la durée aussi du brevet. Oui, mais on peut les racheter. Aujourd'hui, on pourrait très bien accepter l'idée que les gouvernements vont voir les labos qui ont inventé les vaccins et disent on vous rachète votre brevet. Mais l'exproprier est extrêmement dangereux. Donc il faut être capable de séparer ce qui est une rente d'innovation qui est légitime au moins pendant un temps et une rente de position dominante, une rente monétaire, une rente spéculative qui est illégitime. Alors, vous avez dit qu'on n'augmentera pas les taux. Bon. Il y a quand même la question de l'inflation un petit peu. J'ai envie de vous titiller là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'arrive peut-être les prodromes ou l'annonce d'une forme de retour de l'inflation, ou est-ce que c'est une illusion et que ça reste encore un mot qu'on peut remettre sur notre étagère des phénomènes économiques passés, n'est-ce pas, qui reviendra peut-être un jour, mais pas maintenant? Alors, d'abord, il faut rappeler que si jamais on avait une vraie poussée durable d'inflation qui faisait monter les taux d'intérêt, depuis qu'il y a de l'inflation aux États-Unis, les taux d'intérêt à long terme baissent aux États-Unis. Alors, pour l'instant, on n'y croit pas. Mais si les taux d'intérêt, le monde à 5% de taux d'intérêt, ce n'est pas le monde à 1% ou à 0. Pas du tout. Et ça fait 20 ans qu'on vit dans un monde de taux d'intérêt très bas, donc tout s'est adapté à ce monde de taux d'intérêt très bas. La façon dont les États se financent, la façon dont les entreprises se financent, les comportements dans les fonds d'investissement. Donc ça serait épouvantable. La crise de subprime n'est qu'un tout petit avant-goût de ce qui se passerait si on avait une forte remontée des taux d'intérêt. Donc il faut espérer que nous n'avons pas ça, parce que sinon on aurait une crise épouvantable. Pour l'instant, moi je pense que ce qu'on voit, et c'est essentiellement un effet matière première, parce que le pétrole était à $20 il y a un an, il était à $73 ou $74 aujourd'hui. Donc on a et puis les prix des métaux ont augmenté de 50%, les prix de l'alimentation aussi, le prix du bois, je crois que c'est 70%. Enfin, on a une énorme poussée des matières premières qui est due à des choses un peu transitoires. Par exemple, quand vous équipez en informatique, vous créez un goulot d'étranglement sur les semi-conducteurs. Une fois que vous êtes équipé en informatique, c'est fait, quoi. Ça se détend, voilà, donc pour l'instant, on a surtout quelque chose qui est transitoire et qui est lié aux matières premières au sens très large. Pour qu'on ait de l'inflation, il faudrait que ce qui a fait disparaître l'inflation s'inverse. Alors, qu'est-ce qui a fait disparaître l'inflation? C'est la perte complète de pouvoir de négociation des salariés sur le marché du travail, et 2, la globalisation des échanges de biens et services. Donc, si on veut de l'inflation, il faut redonner du pouvoir de négociation aux salariés
et il faut limiter les échanges avec les pays émergents. Donc, on ne le voit pas. Le bout du commerce mondial qui augmente le plus aujourd'hui, c'est les exportations de la Chine vers les États-Unis. Et le monde d'après, de ce point de vue, donc le monde d'après, quand les Américains achètent de l'électronique et des biens d'équipement pour la maison, ils achètent aux Chinois. Donc ça, le 2, on ne le voit pas du tout. Les relocalisations, c'est une plaisanterie. Enfin, ça ne sera pas un phénomène macroéconomique. Alors le 1, c'est un vrai sujet. Parce que Biden dit par exemple aux Américains, le truc le plus intelligent que vous pouvez faire, c'est vous syndiquer. Donc si effectivement on avait une remontée très forte de la syndicalisation, un changement des règles du marché du travail qui redonne du pouvoir de négociation aux salariés, alors je ne dis pas que c'est mal ou bien, hein, je dis simplement si ceci se produit, parce que les partis politiques qui gouvernent décident de le faire, l'inflation, là, reviendrait, puisqu'on reviendrait dans des marchés... l'inflation, c'est un conflit sur le partage des revenus. Pour qu'il y ait conflit, il faut que les deux parties soient relativement puissantes. Aujourd'hui, les salariés ne peuvent plus être dans un conflit. Voilà. Donc, si on redonnait un pouvoir de négociation aux salariés, qu'on retrouvait un conflit pour le partage des revenus, eh bien, on aurait à nouveau de l'inflation. Mais, alors, peut-être on peut souhaiter redonner aux salariés ce pouvoir de négociation, mais il faudrait passer par une phase de transition où on aurait une épouvantable crise financière. Alors, on approche de la présidentielle, et alors, en tant qu'économiste, on est appelé à beaucoup s'exprimer. C'est quoi aujourd'hui les trois grands thèmes, ou les deux grands thèmes qu'il faudrait aborder qu'un candidat doit absolument aborder? C'est quoi les questions qu'il faut traiter? Moi, je pense qu'il y a un énorme problème. J'ai toujours défendu la thèse que dans ce... Alors, je parle de la France, là, mais je pourrais parler de l'Italie, de l'Espagne, que la France est un pays où notre problème de départ, c'est le problème de compétences. On a un niveau de compétence de la population active qui est extrêmement faible, on a un niveau de compétence des enfants qui est terrible, particulièrement dans les matières scientifiques. Il y a une enquête qui s'appelle TIMSS qui a montré ça il y a quelques semaines. Et quand on regarde les pays de l'OCDE, on voit que les compétences expliquent assez largement la capacité à moderniser l'industrie et les entreprises, le taux de chômage structurel et le taux d'emploi, les gains de productivité. Et on a un énorme déficit de compétences. Donc je pense qu'il faut un programme compétences. Alors on a des bouts, hein, je veux dire, on a dédoublé un certain nombre de classes dans l'école primaire, c'est une très bonne politique. Voilà, mais on a vraiment un problème global. On a un énorme problème du très faible nombre de jeunes Français qui ont des compétences et des diplômes scientifiques. Il n'y a que 20% des jeunes Français qui passent un diplôme scientifique, c'est 45% des jeunes Allemands. Chiffre de mémoire, ça va être à 1% près, mais enfin les ordres de grandeur sont ceux-là. Et donc, on a vraiment ce problème. Et si on ne règle pas ce problème, on ne peut pas compenser un déficit de compétences en baissant les impôts des entreprises. Je veux dire, alors, il faudrait les enlever complètement. Enfin, donc, il faut régler ce problème. Donc, je pense que la priorité 1, c'est les compétences. Ça peut commencer très tôt. Quand vous parlez avec les gens qui travaillent sur ces questions à l'OCDE, par exemple, ils disent que le plus important, c'est la maternelle. Hein, que l'échec scolaire... On sait que tout se joue avant 5-6 ans. Oui, l'échec scolaire se fait à la maternelle. Donc il faut mettre beaucoup plus d'argent dans les toutes petites classes. Il faut rendre absolument obligatoire la présence de l'école à 3 ans. 3 ans. Voilà, donc ça c'est le sujet numéro 1. Et puis le sujet numéro 2, je pense, c'est la priorisation des dépenses publiques. Parce qu'évidemment, on peut partir du principe qu'on est dans un monde où tous les besoins vont être satisfaits. Donc on peut avoir l'approche par les besoins, que certains économistes de gauche défendent, hein, en disant faisons la liste des besoins et puis finançons-les. Oui. D'autant plus qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de contraintes budgétaires. Alors finançons-les soit par la création monétaire, soit par l'impôt. Enfin, voilà. Et donc partons, si on part par les besoins sont infinis. Je veux dire, quand vous ajoutez la transition énergétique, les relocalisations, la santé, l'éducation, la pauvreté, les jeunes, les 2,5 millions de logements insalubres, enfin, etc., je veux dire, on peut dépenser 100% du PIB en dépenses publiques sans aucune difficulté. Enfin, bon. Donc on ne peut pas avoir une approche par les besoins. Donc il faut se donner des règles différentes. D'ailleurs, l'Europe reviendra à un certain moment avec des règles budgétaires sans doute plus intelligentes que les règles présentes. Et donc il va falloir regarder ce qui est prioritaire ou pas. Donc moi, je pense qu'on voit un peu comment ceci va se dessiner. Je pense qu'il faut que l'Europe a fait la taxonomie du vert, en disant qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas vert. Je pense qu'il faut faire aujourd'hui la taxonomie de la dépense publique. Ce qui va au-delà des investissements. À nouveau, dédoubler les petites classes dans le primaire, c'est une bonne idée. Ça ne coûte d'ailleurs pas énormément d'argent. Donc il faut faire une taxonomie de la dépense publique en disant ces dépenses-là,
Vous pouvez les financer par la dette et même éventuellement par la dette européenne en pérennisant Next Generation EU, qui commence ces jours-ci. Et ces autres dépenses, c'est par l'impôt. Donc déjà qu'on ait une espèce de... Il ne faut pas qu'on le fasse nous, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de grille de ce qu'on a le droit de financer par la dette, parce que c'est vraiment des dépenses publiques qui sont utiles. De l'investissement. Alors, à nouveau, je ne dis pas investissement, parce qu'il y en a qui sont des dépenses. Je veux dire, avoir des médecins hospitaliers suffisamment payés pour attirer les meilleurs, c'est un investissement. Pourtant, c'est une dépense. Voilà. Et puis le reste, ce n'est pas de la dépense utile, et donc le reste, c'est l'impôt. Déjà, il va y avoir une grille comme ça. Et puis ensuite, être capable donc de faire cette taxonomie. Alors, donc, il faut que ce soit l'Europe qui le fasse, il faut que ce soit les mêmes règles pour tous, de dire voilà, voilà. Alors, si on lit le dernier rapport du CAE, par exemple, sur cette question de Philippe Martin, Xavier Rago, je vais en oublier, ils étaient plusieurs co-auteurs, il y a bien cette approche en disant on va être suffisamment malin en Europe pour prendre chaque pays et dire voilà vraiment les dépenses qu'il faut faire dans ce pays. Donc il a droit à ça d'investissement financé par la dette, qui n'est peut-être pas la même chose que dans le pays d'à côté. Donc il faut aller dans cette direction-là. Donc il faut faire un énorme travail de tri dans les dépenses publiques. Alors ça va poser en France une question évidente qui est celle des retraites. Parce que nous dépensons 4 points de PIB de plus que tous les autres pays de l'OCDE ou de l'Europe en retraite publique. On est à 14, les autres sont à 10 en gros. Ces 4 points de PIB-là, bon, on sait, nous, comme économistes, qu'on en ferait un meilleur usage ailleurs. Ça serait mieux dans l'éducation, dans la santé, dans l'innovation, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir convaincre la population que ces 4 points de PIB-là ont un meilleur usage ailleurs? C'est pas sûr. Donc je pense qu'il faut que les candidats à la présidentielle disent à la population, mon jugement, c'est qu'on devrait dépenser pour les retraites à peu près la même chose que les autres, et voilà ce que je ferais de l'argent. Parce que si on dit que ça, bien sûr, c'est pas possible. Et l'argent, je vais le mettre dans la formation des plus jeunes pour qu'il y ait moins d'échecs scolaires, dans l'apprentissage et l'alternance, dans des agences de la recherche qui ne soient pas simplement des gens qui payent des salaires, mais des gens qui trouvent les innovations de rupture, etc. Voilà. Donc en faisant un package, en disant je vais allouer cet argent à des choses intelligentes. Alors Philippe Aghion a proposé de financer, par exemple le revenu universel jeune par la réforme des retraites. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut dire voilà, j'ai un package de dépenses qui sont vraiment utiles, l'hôpital, attirer les meilleurs dans l'éducation. On paye nos profs à peu près moitié moins que les Allemands. L'idée qu'on va attirer les meilleurs dans l'éducation est quand même compliquée à accepter. Donc voilà ce que j'ai besoin de faire, et je vous demande un effort sur les retraites, mais ce n'est pas pour tomber dans le trou noir de l'État, c'est pour faire ça, quoi. Je veux dire, dans la santé, dans l'éducation, dans la médecine. On voit bien que, comme très souvent, c'est une question de pédagogie, de présentation, finalement. Et de package, je pense. Que si on présente aux Français une réforme des retraites en disant on va réformer les retraites, ils vont dire non. Si on dit aux Français, mais c'est pour vos enfants, c'est pour l'hôpital, et on vous rendra compte de l'usage de l'argent, je pense que c'est tout à fait présentable. Alors pour terminer, la tradition chez Sapiens Sapiens, c'est de vous demander comment on devient économiste, comment on devient professeur. Est-ce que c'est une vocation qui est arrivée au cours des études? C'est quelque chose qui est arrivé plus tôt? Comment on s'intéresse à ces sujets? Moi, c'est à Polytechnique. Au départ, c'est plutôt ingénieur. Au départ, j'étais matheux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les maths. Non, c'était pas ingénieur, parce que j'aimais pas du tout la physique et la chimie. Je faisais ça par devoir, mais moi, c'était vraiment les maths pures. J'étais vraiment matheux. Et puis à Polytechnique, j'ai découvert l'économie grâce à des enseignants que je vois encore aujourd'hui et qui je parle encore aujourd'hui et qui ont vraiment avaient bâti un cursus d'économie qui était extrêmement intéressant. Donc moi j'ai eu envie de faire de l'économie après Polytechnique, donc c'est vraiment Polytechnique qui fait le déclic, parce qu'a priori j'allais faire de la recherche en maths. Voilà. Finalement, c'est le côté appliqué de l'économie. Oui, et puis après, ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait... Enfin, moi, je plaide... D'ailleurs, ce qui est une des vocations du Cercle des économistes, dont vous avez dit au début que j'étais un des membres, je plaide pour la double approche. Je pense que si on n'est qu'un économiste académique, on rate beaucoup de choses. On ne sait pas comment ça marche. Il y a beaucoup de gens qui parlent des banques et qui n'ont jamais vu comment ça marchait vraiment une banque de l'intérieur, qui disent plein de bêtises. Mais si on n'est qu'un économiste d'entreprise, on rate beaucoup de choses aussi, parce qu'on ne sait pas ce que c'est de faire de la recherche, de faire une thèse, lire des articles de recherche. Donc je plaide pour la double casquette.
la double culture, quoi, la culture académique. Alors je plaide pour ma paroisse, mais je pense que c'est bien des gens qui ont la double approche, quoi, l'approche académique et l'approche d'entreprise. Théorie et pratique finalement. Non, parce que j'ai très peur, parfois dans certains travaux académiques, de gens dont je me dis qu'ils n'ont jamais vu le mécanisme dont ils parlent, quoi. Ils n'ont jamais vu une salle des marchés, comment ça marche, ils n'ont jamais vu faire un crédit à une entreprise, comment ça marche. Voilà, et donc s'ils avaient... Et voilà. Donc il faut pousser les enseignants, il y en a plein qui le font, hein, faut pousser les universitaires et les chercheurs à aller s'asseoir dans des entreprises 1 an, 2 ans. En plus, les entreprises les accueillent avec beaucoup de plaisir pour voir comment ça marche. Je pense que c'est très enrichissant. Et dans les deux sens, il faut pousser les économistes qui sont en entreprise à garder un pied à l'université. Donc, je trouve que je plaide donc pour cette double culture. Ce sont des fertilisations croisées entre entreprise et monde académique. De même académique. que nous travaillons avec des historiens, avec des sociologues, avec des philosophes. Enfin, je crois qu'il faut être vraiment très pluridisciplinaire. Très bien. Merci Patrick Artus. Merci beaucoup. Olivier.